Il s'appelle Michael Bloom, il est en Israël depuis 33 ans, journaliste à l'AFP. Un plaisir de le recevoir sur ce plateau. Nous allons dérouler le fil de son alia. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. C'est nous. Et oui, Michael Bloom est avec nous. Bonjour Michael. Bonjour Cathy. Eh ben, on est content de te recevoir. Merci, je suis content d'être là. Voilà, alors 33 ans d'Alia, ça compte, ça fait un long moment. C'est pas souvent qu'on s'assoit pour raconter un peu sa vie, parler de soi. Je vais commencer par une question un peu abrupte. Comment es-tu devenu journaliste en Israël ? Alors, j'avais un rêve d'enfance d'être grand reporter. Okay. Journaliste, mon idole était Joseph Kessel, écrivain, romancier, mais surtout journaliste. Il faut parler bien près du micro parce que sinon... Un homme du terrain. Et quand j'ai décidé de faire mon alia, un certain premier temps, j'ai renoncé. J'ai dit, j'arriverai pas en hébreu, je pourrais pas écrire aussi bien, je pourrais pas faire ça. Tu parlais hébreu ou pas ? Je parlais l'hébreu, l'école juive, et j'avais un bon niveau d'hébreu en arrivant ici. D'accord, tu lisais l'hébreu, mais malgré tout, tu te disais... J'arriverais pas à écrire suffisamment bien pour être bon. Donc j'ai renoncé au début, j'ai fait d'autres études. C'est dur de renoncer à ses rêves d'enfant quand on a 20 ans. Oui, mais quand on décide de faire son alia, c'est un âge où on prend des décisions importantes dans la vie. Donc j'ai pensé que je ferais autre chose. Okay. Et finalement, par des rencontres, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai réussi à commencer à travailler pour divers médias. D'abord comme fixeur. Alors fixeur, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est. Je crois que c'était on est voilà, en 95. En fait, ça vient de l'anglais fixing. C'est-à-dire, il s'agit en fait de fixer des rendez-vous pour une équipe, pour un journaliste. Disons, une équipe arrive de France en Israël, ils arrivent 2 jours avant, ils savent qu'on les envoie en mission, ils connaissent pas le pays, ils ont besoin de quelqu'un sur place qui va leur fixer les rendez-vous, qui va les guider dans le pays, traduire les interviews, leur expliquer un peu ce qui se passe, afin que le reportage soit correct. Alors à cette époque-là, tu n'étais plus étudiant ? Non, je travaillais. Tu faisais quoi ? Je travaillais dans une boîte d'édition. En fait, on travaillait dans un produit qui s'appelait le Petit Bottin. Okay. L'annuaire des francophones d'Israël. C'était un annuaire qui permettait aux Français de se retourner. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de WhatsApp. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Donc il fallait retrouver les Français par profession dans tous les domaines professionnels de toutes les villes du pays. Il y avait des milliers de gens. On les appelait, on leur demandait ce qu'ils voulaient être inscrits gratuitement. Et ceux qui voulaient faire de la pub pouvaient le faire. Donc je travaillais dans ce projet qui était à l'époque très novateur. Alors, comment, de ce projet-là, on arrive à devenir fixeur, à être en contact avec les gens qui font l'actualité à l'étranger notamment ? Voilà, en fait, c'est une rencontre avec un journaliste français travaillant ici à l'AFP au bureau de Jérusalem, qui était en famille éloignée avec moi. Qui a rencontré mon père et qui lui a dit tiens, votre fils a toujours voulu faire journaliste, envoyez-le moi. Et donc je l'ai rencontré. Au début, donc je donnais des informations sur ce qui se passait, notamment en Judée-Samarie, parce que j'y habitais, je connaissais bien ce qui se passait, ça m'intéressait, j'étais toujours intéressé. J'avais pas totalement renoncé au journalisme, j'écrivais dans des revues, dès qu'on pouvait écrire ou raconter un peu ce qui se passait ici, tu sautais sur l'occasion, tu le faisais, pas forcément rémunéré, c'était un peu ton hobby, on va dire comme ça, quelque chose qui ton moto, on va dire. Voilà. Et alors les journalistes sont arrivés. On est à deuxième partie des accords d'Oslo, Oslo B, 95, beaucoup de manifestations, beaucoup d'actions. Ça chauffe. Voilà, ça chauffe, il se passe beaucoup de choses. Il y a malheureusement les attentats qui commencent. Et les journalistes français arrivent. Et quand ils arrivent, ils demandent aux plus anciens journalistes en poste en Israël, est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait nous guider dans les territoires ? Parce qu'on est paumés, on ne sait pas quoi faire, ils ont peur, j'imagine, ils ne savent pas où aller. Ils ne connaissent pas les colons, entre guillemets. Donc ils ont besoin de parler avec ces gens qui sont tellement opposés au processus d'Oslo, qui a l'air à l'époque féerique, paradisiaque pour la presse française. Et pourtant, il y a une opposition très forte, il faut comprendre. Et là, je me fais l'interprète des habitants de Judée-Samarie auprès de la presse française et auprès notamment de l'agence France-Presse pour essayer de leur faire comprendre quel est le raisonnement, quelle est l'opposition et qu'est-ce qui se passe vraiment au sein des implantations, essayer de présenter les journalistes à des gens qui ont un discours intelligent et construit. Donc tu cherches des interlocuteurs, on va dire des gens qui peuvent être interviewés, tu cherches des profils un peu nouveaux qu'on n'entend pas forcément, ça ne passe pas la frontière d'Israël jusqu'à présent, et c'est comme ça que tu deviens fixeur et fixeur plus.
Et plus. Voilà. Plus, après le fixing, on travaille, on écrit soi-même, on m'a proposé d'écrire. J'ai eu l'occasion, donc depuis 95, ça fait donc un petit moment, d'entrer au bureau de l'AFP à Jérusalem et de travailler pour de nombreux médias et d'écrire, parfois sous mon nom, parfois sous les pseudonymes, pour la presse juive, pour la presse non juive. Et voilà, ça va de Paris Match à Actualité Juive. Oui, c'est ça. Tu as collaboré avec beaucoup de médias français. Alors, tu nous as dit que tu habitais dans ce qu'on appelle les territoires, travaillais à l'AFP et habitais dans les territoires. Est-ce que ça match ensemble ? Est-ce que ça a été un problème pour toi ? Est-ce qu'on te l'a reproché ? On me reproche au sein de la communauté franco-israélienne. Je suis souvent victime, je ne me sens pas victime du tout, mais je suis souvent la cible d'attaques sur Internet. Pourquoi ? Parce que tu travailles à l'AFP Oui, parce que l'AFP a une très mauvaise réputation, parce que les gens ne comprennent pas ce que fait l'AFP, parce que les gens ne savent pas vraiment comment on travaille. Et c'est tout un travail de leur expliquer, ce que je ne fais pas tout le temps, parce que ce n'est pas ma priorité. Au niveau de mes employeurs, je sais qu'il y a une certaine époque, ça aurait été plus difficile. Les choses ont évolué, elles ont permis, de la même manière que l'AFP à Jérusalem travaille avec des Palestiniens, ils travaillent avec des Israéliens. Et on est plusieurs Israéliens à travailler, parce que pour travailler dans une agence, dans un pays, il faut comprendre la langue du pays parfaitement. Donc les gens qui donnent les infos sont des Israéliens, des gens qui ont fait l'armée, dont les enfants font l'armée. Et le fait que j'habite de l'autre côté de la ligne verte ne m'a jamais posé problème. Au contraire, c'était un avantage parce que moi, je connaissais des choses que les autres ne connaissaient moins bien, que mes collègues israéliens connaissaient beaucoup moins bien. Donc, c'était un plus pour pouvoir rentrer au bureau. Ce qui était plus compliqué, plus difficile, mais là, chapeau à l'AFP, c'est de m'avoir accepté avec la kippa, c'est-à-dire ne travaillant pas Shabbat, parce que l'AFP travaille tous les jours de l'année sans interruption. Et ça n'a jamais posé problème, mais ça aurait pu poser problème, parce que c'est quand même une boîte française qui travaille tous les jours de la semaine. Donc un profil un peu atypique, quelqu'un qui bosse à l'AFP, qui a une kippa sur la tête. En même temps, tu es quand même le fils du rabbin Alexis Blum, qui a longtemps été rabbin à Neuilly. Pour ceux qui ont grandi dans cette banlieue chic de Paris, ça rappellera sûrement des souvenirs. Et puis habiter aussi dans un petit village à El-Hazar. Alors, tu habites là-bas depuis très longtemps. Depuis une quinzaine d'années, j'habite à El-Hazar dans le Gush C'est vraiment un choix ou c'est... Parce que souvent, les gens nous demandent, quand ils font leur alia, comment choisir sa ville d'atterrissage. Est-ce qu'on peut aller dans un yishuv ? Est-ce que quelqu'un qui a vécu à Paris comme toi toute sa vie, qui adore la culture, qui aime sortir, etc., est-ce qu'un yishuv peut être une possibilité d'intégration, un choix intéressant ou pas ? Je ne suis pas arrivé directement. Je suis arrivé jeune, j'ai fait des études, j'ai habité à Bar-Ilan, à l'université de Bar-Ilan, j'ai habité près de Tel Aviv, j'ai habité à Jérusalem, j'ai bougé. Pour moi, le Gush Etzion, plus qu'un choix idéologique, c'est un choix on va dire, c'est un endroit magnifique. C'est beau, c'est vert, c'est tout proche de Jérusalem, c'est reposant, c'est agréable, c'est la possibilité d'avoir une maison plus grande que dans les villes. Parce que c'est moins cher, forcément. Voilà, c'est moins cher, c'est de moins en moins cher d'ailleurs, mais c'est décentré, c'est très agréable. Je sais que j'ai plus d'enfants petits, mais pour les enfants petits, c'est un sentiment de sécurité de pouvoir les laisser dans la rue jouer, être moins angoissé qu'ailleurs. C'est sûr que l'argument sécuritaire, oui, là, paradoxalement, est pour moi important. Aujourd'hui, le Gush Etzion et la route entre Jérusalem et là où nous vivons est absolument sans danger. La dernière pierre jetée sur cette route date de la deuxième intifada. C'est-à-dire, on se sent tout à fait en sécurité, oui. Ok. Alors, tu as, bien sûr, on l'a dit, travaillé en tant que journaliste, qui ne t'a pas empêché d'écrire. Parce que tu as aussi sorti en 95 un livre, justement par rapport à ton passé, enfin, pas à ton passé, mais je ne sais pas si c'est en 95. Alors, je crois que je me suis trompée. 2005. En 2005, j'allais corriger. Ouais. Alors, en 2005, tu as sorti un livre, on va dire, lié à ta situation, à ce que tu vis tous les jours, parce que ça s'appelle un titre assez provocateur, qui sont les colons. Oui, je ne pense pas que c'est un titre... Je ne sais pas si on va voir, on voit l'affiche derrière moi, je crois. Je ne sais pas si on... Le livre, peut-être qu'on peut le voir aussi en insert, on va voir. Alors, le titre, Qui sont les colons, donc, c'est un livre dont je suis co-auteur avec Claire Snegaroff, paru aux éditions Flammarion en 2005, donc juste avant le retrait de Gaza. L'idée de ce livre était de raconter de manière sociologique, historique, qui sont les habitants juifs, israéliens, qui vivent dans l'autre côté de la ligne verte, dans ces territoires.
Ce livre ne prend pas position pour ou contre. Il raconte une réalité avec des termes, avec une sémantique française, compréhensible par les lecteurs. Donc, c'est un livre destiné à ceux qui n'habitent pas ici, plutôt. Bien sûr. C'est pour Flammarion ne publie pas des livres. Ça a été, mais bien sûr. Pour la France, ça a été surtout lu par les journalistes, par les diplomates, par les gens qui avaient envie de comprendre un peu mieux. Il n'y a aucun livre en français qui parle spécifiquement de la population israélienne en Judée-Samarie. C'était important pour nous de le raconter et d'essayer d'éviter justement les pièges de pour ou contre, ou d'apporter notre propre point de vue. Je pense que le livre a été salué à l'époque par la critique en France, par les journaux, tant à gauche qu'à droite, tant dans la presse juive que dans la presse non juive. Et je pense que c'était la preuve qu'on avait fait ce qu'il fallait en donnant cet aspect. Mais pour le terme colon, je vais juste préciser qu'à l'époque, j'avais demandé au rabbin Shlomo Aviner, bien connu de la communauté française, si je pouvais utiliser ce terme. Et il m'avait dit, bien sûr, vous parlez à un public pour qui ce mot veut dire quelque chose. Voilà. Et de toute façon, on est fiers d'être colons sur notre terre. Enfin, finalement, quelque part, il m'a dit, c'est pas vraiment le problème. Et pour moi, c'est pas un problème d'utiliser le terme de colon. On peut en reparler longtemps, mais on veut pas. Non, c'est pas le but, mais bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ta co-auteure, elle vit en France. Oui, mais elle avait vécu en Israël. Donc elle connaissait quand même la problématique. Elle est journaliste, elle a vécu en Israël et elle parle l'hébreu parfaitement. Ok, bon alors ça c'était une partie des choses qui étaient importantes. C'est important pour toi de réussir à écrire et à coller un peu à tes rêves de jeunesse en fait. Tout à fait, oui. Écrire des livres, c'est le stade suivant. Quand on est journaliste, écrire des articles qui sont repris par repris. Mais on sait que les journaux, l'avenir des journaux est en voie de disparition. La presse écrite. Aujourd'hui, il y a Internet, bien entendu, mais c'est vrai qu'écrire des livres, des essais en l'occurrence, j'ai d'autres projets en tête. J'imagine. Alors surtout en Israël, où être journaliste, il faut être très rapide quand on est sur le terrain. Écrire un livre, ça permet peut-être de prendre plus son temps. Oui, je pense que s'arrêter sur un sujet, expliquer, être pédagogique, c'est quelque chose qui est aussi le travail du journaliste qu'on n'a malheureusement pas le temps de faire au quotidien. Et bon, j'ai écrit un autre livre qui on le voit d'ailleurs à l'écran, Combat pour l'éducation juive, un hommage à Bernard et Marianne Picard. Oui, un couple d'éducateurs juifs importants que la communauté a bien connu. Et à la demande de la famille, j'ai écrit leur biographie. C'était passionnant. C'était aussi une manière aussi de rendre hommage à des personnalités qui ont su allier à la fois l'éducation juive en France et l'importance du sionisme et de l'amour d'Israël, parce que tous les deux ont pris leur retraite en Israël et là où ils sont décédés. Alors, tu as beaucoup, toute ta vie été très, on va dire, intéressé, interpellé, c'est peut-être le mot plus juste, par tout ce qui concerne la Shoah. C'est quelque chose qui fait partie de toi. C'est vrai. Mon grand-père était déporté à Auschwitz. Et j'ai grandi avec la Shoah. Je me souviens petit, à l'âge de 10 ans peut-être, ma grand-mère me montrant les étoiles jaunes qu'ils ont portées pendant la guerre, racontant comment ils étaient cachés, elle, avec mon oncle, et avec ses frères, avec sa mère. Enfin, cette famille cachée en France pendant la Shoah, c'est une histoire qui m'a poursuivi. Et c'est ce qui m'a amené des années plus tard, et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, à diriger la revue Mémoire Vive, qui est la revue de l'association Aloumim. Les enfants cachés. L'association des enfants cachés en France pendant la Shoah, association israélienne, où Marianne Picard a œuvré. C'est Marianne Picard qui m'a fait entrer dans l'association et dans le journal où j'écrivais avant d'en devenir le rédacteur en chef. Mais outre le fait, c'est une revue en hébreu et en français, parce qu'elle est destinée aussi aux écoles israéliennes pour leur faire comprendre la spécificité de la Shoah en France. Mais c'est aussi une ouverture vers ces gens qui sont encore en Israël et qui longtemps se sont tus. Les enfants cachés ou les rescapés se sont tus pendant des années et parlent maintenant. Et c'est le moment, cette revue leur donne la parole, leur donne l'envie de raconter leur histoire, pas seulement dans le cadre de leur famille, mais vers les jeunes notamment, parce que c'est une revue aussi pédagogique et qui va vers les écoles israéliennes, puisqu'elle est en hébreu, et qui permet de raconter cette histoire très particulière de ces milliers de personnes qui ont été cachées en France pendant la Shoah et qui ont fait leur alia entre 48 et de nos jours, certains font leur alia à la retraite et même récemment. Pourquoi c'est tellement important pour toi ? La Shoah, c'est, outre l'histoire familiale, c'est quelque part l'inverse de l'État d'Israël. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est fort, on a une armée, et on est capable de
d'exister au sein des nations, c'est la victoire sur ce qu'on n'a pas pu faire il y a seulement 70 ans. C'est-à-dire, c'était pas il y a si longtemps la Shoah, enfin, un peu plus de 70 ans. 70 ans, c'est déjà la création de l'État d'Israël. Mais sans qu'il y ait un lien direct de l'un à l'autre, parce que la création de l'État d'Israël, c'est pas faite par la Shoah, suite à la Shoah, mais historiquement, penser qu'on a vécu notre génération, on connaît encore autour de nous des gens qui étaient dans les camps. Et on a connu plus jeunes des gens des milliers de gens avec des numéros tatoués, ces gens qui n'ont pas pu se battre, qui n'ont pas pu lutter contre l'antisémitisme de l'Europe qui les a exterminés, qui a tenté d'exterminer le peuple juif. Et aujourd'hui, être en Israël, c'est rappeler qu'on n'oublie pas qu'il n'y a pas si longtemps, on était à la merci des nations. Mmh. Alors justement, ce lien que tu fais très joli entre le passé, entre Israël, etc., on le voit aussi dans ta carrière, dans ce qui t'a attiré, parce que tu as dirigé un site qui s'appelle Isra Press, où on va dire que tu donnais des nouvelles qui ne sortaient pas forcément dans d'autres médias français. C'était un site en français, un peu Israël autrement, on va dire. Voilà, Isra Press, c'était une idée que j'avais depuis de nombreuses années. C'était d'être ni dans Il n'existe plus, le site, aujourd'hui. Le site n'existe plus. On a repris, il y a quelques semaines, la page Facebook. C'est pour ça que c'est sympa d'en parler. Et donc, on remet de nouveau des infos sur Israël, une manière de positiver Israël, de montrer, de faire de la hasbara, tout simplement, de l'information sur Israël, de la manière la plus variée possible, et en essayant de trouver des informations qui ne sont pas à la une de l'actualité. C'est sortir du conflit et raconter un autre Israël, l'Israël que nous, on voit, nous les Israéliens, que parfois l'étranger ne voit pas, parce qu'ils sont obnubilés par le conflit, par la politique, par ce qui est montré par les médias en France. L'idée d'Isra Press, c'est de sortir. Ça a changé quand même. Ça commence un petit peu à changer. Ça change, je pense que ça change positivement. On a vu en France ces dernières années, ces derniers mois, des dizaines d'articles et des émissions de télé des reportages sur le high-tech, sur la danse, sur la gastronomie, énormément de sujets qu'on ne voyait pas. Et c'est vrai que l'idée d'Isra Press, c'était de dire on ne va pas travailler comme les médias français avec trop axé sur le conflit, ni comme les médias juifs trop axés sur nous-mêmes, sur la communauté, mais essayer de donner un ton lisible par tous, juifs et non-juifs, français et franco-israéliens. Un ton un peu plus léger peut-être aussi. Voilà, plus positif en tout cas. C'est un peu de la hasbara, un petit peu. C'est de la hasbara, mais je ne m'en cache pas du tout. Ok, ça va, ils étaient, on va dire, à l'AFP, ils savaient que tu t'occupais de ce site-là, il n'y avait pas de problème? On n'a jamais parlé. D'accord, il y a des choses qui fâchent, on n'en parle pas. Voilà. Non, mais je travaillais pour d'autres médias, je sais. Ils le savent, je travaille ailleurs, j'ai travaillé pour d'autres associations, je donne des conférences, mais il fait plein de choses, Michael, il fait plein de choses. J'ai d'autres activités. Alors, ce site n'existe plus, mais la page Facebook, on l'a dit, existe, on peut se connecter, lire, avoir accès à des nouvelles, tu continues de l'animer en fait. Voilà, nous sommes deux, Nelly Ben Israël et moi-même, Nelly qui travaillait sur le site avant. On anime cette page tout au long de la journée avec surtout des infos, je qualifierais de positives sur Israël, mais on donne aussi de vraies infos quand il le faut, pas seulement des choses culturelles, mais on offre, là on lance un concours pour gagner des places pour les concerts en Israël, pour certains concerts, pour certaines activités. C'est une page à suivre et à liker sur Facebook. Bon, voilà. Alors, il sera prêt si ça vous branche, si vous avez envie d'en savoir plus avec un regard positif et sioniste sur Israël. On peut liker la page. Alors, tu as fait plein de choses, on ne va pas tout résumer. Qu'est-ce que tu as préféré faire ici ? Et on a toujours une image de soi quand on est plus jeune, en se disant un jour je serai là, un jour je ferai ça. Est-ce que tu as réussi à matcher avec ton imaginaire et ta vie aujourd'hui? Alors, quand j'avais 14 ans, j'ai fait une rédaction, la prof a commandé une rédaction, okay. Comment vous voyez dans Adulte. Et j'ai gardé cette rédaction, je garde beaucoup de choses. Et la rédaction, j'écris « Je me vois journaliste vivant en Israël ». Donc j'ai réussi, génial, j'avais 14 ans. Après, dans le cadre de mes activités journalistiques, il y a des choses que je préfère à d'autres. Et je préfère, par exemple, tourner des documentaires, avoir le temps d'expliquer, avoir le temps de parler aux gens. Il y a un côté très pédagogique chez toi. Je pense qu'il faut du temps pour expliquer les choses. Et même si j'ai beaucoup fait par la force des choses dans une agence de presse, on fait dans l'urgence, il faut être les premiers. On envoie des dépêches rapides sur tout ce qui se passe. Et j'aime bien être le premier. C'est toujours...
Ça fait plaisir, c'est clair. Mais le travail le plus intéressant, c'est le travail de fond. Et l'écriture du livre, c'était presque 2 ans de travail. C'est passé, c'est vraiment s'immerger dans vraiment, un sujet. Voilà, on est rentré. J'ai vécu dans le Gush Katif pendant 2 semaines. C'est y vivre, c'est être avec les gens, c'est essayer de comprendre. C'est ressentir pour mieux écrire. Voilà, c'est le seul moyen de bien écrire, c'est de comprendre les choses. Si on reste à l'extérieur, alors on est comme le spectateur ou le lecteur. Il faut être dedans. C'est ça qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit dedans, c'est qu'on leur apporte ce qu'eux ne voient pas et n'entendent pas. Qu'est-ce que tu as préféré faire en Israël, vivre? Qu'est-ce que tu aimes de ce pays? Ça, c'est une question difficile, mais je vais essayer de trouver une réponse. Qu'est-ce que je préfère dans ce pays? Ce que j'aime être dans ce pays, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait mon Aliyah, parce que j'aime beaucoup la France. Et même si j'ai été élevé dans une éducation sioniste à la maison et dans les écoles juives et dans le mouvement de jeunesse Tikvatenu que je fréquentais, ce qui est important pour moi ici, c'est ce sentiment d'être à la maison. Et il y a des choses qui m'énervent à la maison. Oui, c'est normal. En général, voilà. On s'énerve souvent avec nos proches. Voilà, dans la famille, des fois, on s'engueule parfois plus facilement avec ses frères et sœurs, ses cousins, qu'avec des inconnus dans la rue. Mais je préfère vivre en famille et à la maison. Et j'ai ce sentiment, j'ai des souvenirs de moments très forts. Hein, surtout en tant que journaliste, j'ai pu assister à des moments... C'est pour ça que je te pose aussi la question. S'il y a un moment qui m'a marqué beaucoup dans mon Aliyah, parce que j'étais tout jeune, je venais d'arriver, c'était la première année en Israël, c'est l'arrivée de Sharansky au Kotel. On ne peut pas l'oublier. À l'aéroport et au Kotel. Et ce moment d'émotion qui m'a submergé complètement, où je me suis dit, voilà, je suis là pour ça. Et ça m'a rappelé, et c'est un souvenir de France, être avec mes parents à une manifestation devant l'ambassade russe à Paris. Libérer les Juifs du RSS. Et de crier « Libérer Sharansky » avec un panneau et être un enfant et ne pas bien comprendre ce qui se passe. Et de vivre jeune adulte, j'avais 19 ans, l'arrivée de Sharansky, de le voir arriver de l'aéroport au Kotel et de chanter avec lui « Ine Matov ou Manaim », c'est quelque chose qui m'aimait encore. Ben, j'imagine, je crois que tu n'es pas tout seul. On a tous manifesté pour sa libération. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on le voit en Israël, on est marché libre avec des responsabilités. C'était vraiment exceptionnel. Je pense au-delà de l'arrivée de Sharansky, quand je vois descendre aujourd'hui d'un avion des gens, des Français, monsieur et madame Bensoussan ou Abramovitch, selon... Ouais. Ça me fait le même effet. Je me dis, ça continue. Alors justement, puisqu'on arrive un peu à la fin de l'émission, cette Aliyah que toi, tu as fait il y a plus de 30 ans, un peu différente aujourd'hui, ces 10 dernières années, tu vois, tu as vu débarquer, comme nous tous, beaucoup de Juifs de France. Est-ce que tu trouves que les profils sont différents, que les raisons sont différentes? Alors je connais bien le sujet. Bah oui, j'imagine. Pour deux raisons. Une, c'est que j'ai longtemps couvert pour les médias, je couvrais pour les médias pour lesquels je travaillais, la question de l'Aliyah de France, et je me suis toujours intéressé à ce qui se passait avec les Olim de France. J'ai donné des conférences en France, j'ai travaillé pour l'agence juive. Tu continues d'ailleurs, tu donnes des conférences pour l'ASM. Je travaille pour l'Organisation sioniste mondiale, je donne des conférences. C'est un sujet qui me touche. Par ailleurs, ma femme, c'est pas un secret, travaille à Kalita, et elle travaille dans l'Aliyah depuis que je la connais, donc depuis plus de 20 ans, elle est dans ce domaine. Donc c'est un sujet qui me touche. Je pense que les différences entre les Juifs de France qui ont vécu en France dans les années 80 et ceux qui vivent aujourd'hui sont énormes. Quand je voyage en France, j'entends à leur discours qu'ils ne vivent pas du tout ce qu'on a vécu en France. Ils vivent autre chose. Mais au final, quand ils arrivent ici, le pays a évolué pareil. C'est-à-dire de la même manière qu'en France, les choses ont changé, Israël a complètement changé. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand je suis arrivé ici, mais on se sentait totalement étranger dans notre maison. Parce qu'il nous manquait beaucoup de choses, parce qu'il nous manquait de repères culturels. Jérusalem, pour le coup, mais il c'était n'y avait pas de village, voilà. Rien. Aujourd'hui, grâce à Internet aussi, ce qui a beaucoup changé. En France, on peut tout savoir sur Israël, on peut se renseigner, on peut préparer son Aliyah. Et c'est quand même la base d'une Aliyah réussie, c'est de se préparer. Aujourd'hui, on peut quand même beaucoup mieux se préparer qu'à l'époque où il y avait un bureau de l'agence juive. Et c'est à peu près tout ce qu'on avait. Comment savoir on n'avait pas d'image, on n'avait pas de son, on n'avait rien. Voilà, il y avait pensé que ma première année, je me souviens des rendez-vous téléphoniques avec les parents. Par courrier, on envoyait des lettres pour se en dire, disant dimanche, dans 2 trucs, à telle heure, à tel numéro, je serai devant le truc. Et on avait des assimonymes.
et les jetons qu'on mettait, qui tombaient, tic, 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 on les entendait tomber toutes les on avait l'angoisse quelques que secondes. ça coupe. Ça allait couper. Les choses ont changé. Donc je pense que quelque part, malgré les difficultés qu'il y a en Israël et les difficultés qu'il y a en France pour les Juifs, c'est plus facile, je crois, aujourd'hui de faire son alia qu'il y a 30 ans. Ok. Alors, tu nous as dit que tu avais plein de projets. Quels sont-ils ? Voilà, il y en a plein. Voilà, bon, j'ai toujours plein de choses en tête, mais un projet que je lance, qui normalement à Pessard devrait être prêt, qui s'appelle la route des vins, comme racine en anglais, R2OT. Alors là, tu vas lier toutes tes passions, la route des vins. C'est permettre le projet sera notamment concentré sur la Judée-Samarie. L'idée est de faire découvrir les vins de Judée-Samarie. Il y a presque une trentaine de vignobles dans cette région, tout en faisant découvrir la région. Comme je connais bien la région et que j'apprécie beaucoup le vin et que je pense que le vin israélien mérite d'être connu, c'est faire visiter aux gens, non pas des grands groupes, mais des gens comme ça qui ont envie de passer une journée de kiff, parce qu'il y aura un déjeuner de haut niveau, il y aura des dégustations d'au moins 3 caves, et aussi de connaître bien cette région. Allier plaisir et connaissance, tout à fait. Tout en dégustant des vins d'Israël, c'est ton prochain projet. Voilà. La route du vin, il y aura une page Facebook, et je ferai en sorte que les gens puissent accéder à la formation. On pourra te contacter pour venir, pour prendre rendez-vous tout simplement. Voilà, c'est une histoire de quelques semaines avant que la publicité soit lancée. Bon, c'est bien, on a la primeur de cette information. En tout cas, Michael, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir d'en savoir un petit peu plus. Oui, on pourrait rester parler encore longtemps. Mais... Tout à fait, je suis d'accord. Mais voilà, c'est sympa aussi d'avoir des témoignages des anciens, de venir raconter un peu comment c'était, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est toujours passionnant. À bientôt. À bientôt, merci Cathy. De rien. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.